Louis Azalter, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire une biographie, celle de Marion Maréchal, Le fantasme de la droite, c'est votre titre. Marion Maréchal, figure médiatique assurément, personnage politique aussi, même si elle s'est retirée pour le moment du jeu partisan et électoral. Mais une jeune femme de 30 ans à peine. Elle-même vous le dit, peut-être avec un petit peu de fausse modestie, j'ai une petite vie. En quoi est-ce que cette vie méritait qu'on lui consacre un livre ? Alors parce que c'est sa vie qui effectivement ne fait que 30 ans pour l'instant, mais c'est pas uniquement sa vie, ce n'est pas seulement une biographie, c'est certes, j'ai certes retracé son parcours, son enfance dans la famille Le Pen, un peu particulière, son entrée en politique et puis ce qu'elle fait depuis 2017, c'est-à-dire depuis qu'elle s'est retirée de la vie électorale, mais ce n'est pas uniquement l'histoire de Marion Maréchal, c'est aussi une histoire, un récit de tous ceux qui gravitent un peu autour de cette personnalité, les réseaux entre droite et extrême droite qui essayent de trouver un débouché politique à leurs idées identitaires, conservatrices, nationales, libérales. Donc j'essaie aussi de décrire tout ça, tout un fourmillement, et d'où le titre Fantasme, parce que ces gens projettent beaucoup de choses, beaucoup de scénarios politiques sur Marion Maréchal, alors qu'elle-même en fait doute beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Donc j'ai voulu décrire un peu toute cette fourmilière, ces réseaux qui s'activent également autour de cette personne. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au fil de votre enquête? Quel aspect de sa personnalité ou effectivement des gens qui gravitent autour d'elle retenez-vous que vous n'aviez peut-être pas imaginé en commençant votre enquête? C'est peut-être que pour une Le Pen, Marion Maréchal est une personnalité relativement normale. Quand je dis normal, alors effectivement c'est un terme qui en politique trouve une connotation particulière, mais comparé à son grand-père, à sa tante, c'est peut-être aussi lié à son âge, elle n'a que 30 ans, c'est une personnalité qui doute, qui ne sait pas forcément ce qu'elle veut faire de sa vie politique en tout cas, qui le dit elle-même dans le livre, elle ne sait pas où elle sera dans 5 ans, dans 10 ans, et il y a une sorte de paradoxe entre ce que projettent justement des proches qui lui voient un destin politique, qui la poussent à se présenter, pourquoi pas à la présidentielle, et qui la poussent à aller contre sa tante Marine Le Pen, et son état d'esprit à elle, qui est déjà de ne pas publiquement affronter sa tante, même si elle émet des critiques contre le Rassemblement national, et surtout de ne pas trop savoir quelle sera la suite de son parcours politique. C'est une femme politique, c'est incontestable, elle le reste, même si elle n'est plus députée, quoi qu'elle en dise, elle continue à faire de la politique. De la métapolitique. Oui, voilà, donc c'est le mot qu'elle trouve pour esquiver un peu les questions électorales et partisanes et pour se sortir un peu de ce jeu-là qu'elle n'aimait plus en fait quand elle est sortie du jeu partisan et de son mandat. Mais elle-même ne sait pas forcément quelle sera la suite de son aventure politique à elle. Donc il y a un paradoxe, d'où le mot de fantasme, entre ce que des gens projettent sur elle, y compris parmi ses détracteurs, et son véritable état d'esprit. Alors justement, l'intérêt d'une biographie, c'est évidemment d'aller un petit peu au-delà des images toutes faites et de creuser un peu la complexité d'un personnage. Vous parliez de paradoxes, je voudrais vous en soumettre quelques-uns qui apparaissent à la lecture de votre ouvrage. Le premier, vous y avez fait allusion, c'est sans doute celui d'une jeune femme timide qui se lance en politique pour faire plaisir à son grand-père, finalement, Jean-Marie Le Pen. Un grand-père dont elle est pourtant finalement pas si proche que ça. Oui, elle fait dans le livre, parce que donc j'ai eu un entretien avec elle pour ce livre, elle fait des confidences qui peuvent étonner un peu sur son grand-père, parce qu'elle explique qu'on voudrait qu'elle soit très proche, parce qu'elle est assez proche idéologiquement de lui. On a beaucoup commenté cette proximité idéologique entre Marion et Jean-Marie, qui serait un peu sur une ligne différente, une stratégie différente de celle de Marine Le Pen. Or, Marion Maréchal n'a pas passé son enfance avec son grand-père, pour la bonne raison que Jean-Marie Le Pen ne s'intéressait qu'à la politique, il a à peine élevé ses filles, et alors ses petits-enfants, n'en parlons pas, il ne s'y intéressait que dans la mesure où il pouvait servir son combat politique. Et c'est pour ça qu'il a poussé Marion Maréchal à aller se présenter à Carpentras en 2012, dans une circonscription très favorable au Front National à l'époque. Et en même temps très symbolique, il y avait une revanche pour lui à prendre. Il devait prendre sa revanche sur la terrible histoire de la profanation du cimetière de Carpentras, et c'est pour ça qu'il s'est dit, mais une Le Pen, ma petite fille, ce sera l'incarnation parfaite pour prendre une revanche électorale, et son coup a marché. Mais Marion Maréchal, à ce moment-là, et je le retrace dans le livre, il va un peu à contre-cœur, et jamais avant son élection comme député ne s'était dit « je vais devenir une femme politique comme mon grand-père et comme ma tante ». Et donc c'est comme ça qu'a commencé son aventure politique. Ensuite, évidemment, elle s'est prise au jeu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle ne fait pas grand-chose d'autre que de la politique, en réalité. Deuxième paradoxe, elle est pour le coup très proche de son père, Samuel Maréchal. C'est l'homme qui a inventé pour Jean-Marie Le Pen la formule « ni droite ni gauche français ». Et pourtant, la concernant, elle,
il n'y a vraiment aucune ambiguïté, elle est de droite. Ah oui, elle a toujours dit, elle était même d'ailleurs en 2007, lors de la présidentielle de 2007, elle était plus proche de Nicolas Sarkozy que de son grand-père en fait, en termes elle était plus séduite par le personnage de Sarkozy que par le personnage de Jean-Marie Le Pen. Donc oui, elle est de droite, elle l'a toujours dit. D'ailleurs, c'est aussi une sorte de filiation idéologique avec son grand-père, alors que Marine Le Pen est plutôt celle qui a repris la ligne ni droite ni gauche aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen, même s'il avait parfois eu des atermoiements de stratégie, s'est beaucoup revendiqué de ce qu'il appelait la droite nationale, et Marion Maréchal s'inscrit dans cette lignée-là. Et d'où le désaccord stratégique avec sa tante. Leur désaccord n'est pas sur des grandes lignes de fond idéologiques, en réalité, c'est plus sur à qui faut-il s'adresser pour arriver au pouvoir. Marion Maréchal estime qu'il faut s'adresser au flanc droit qui est délité en plus depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Réaliser une union de toutes les droites. Voilà, la fameuse union des droites que personne en réalité n'a réussi à faire, sauf quelques exceptions municipales comme Robert Ménard à Béziers. Marine Le Pen est sur cette ligne de ni droite ni gauche, considère que ça viendra plutôt des classes populaires en unifiant un électorat qui a des revendications semblables qu'ils viennent de la gauche ou de la droite. Paradoxe encore, sa relation avec Marine Le Pen. Des lignes politiques, vous venez de le dire, parfois divergentes, des incompréhensions, des agacements, des vexations réciproques, une rivalité parfois, et pourtant une vraie loyauté de la nièce envers sa tante. Oui, et pour la comprendre, il faut faire un peu de psychologie. C'est pas du tout le point du livre, évidemment, c'est un récit politique, mais il faut quand même se pencher sur cette relation entre la tante et la nièce. Quand Marion Maréchal naît, elle naît d'une mère célibataire, qui est la sœur de Marine Le Pen, et Marine Le Pen lui sert de père ou de seconde mère, comme vous voudrez. Donc il y a une relation affective très forte entre ces deux femmes, et c'est aussi pour ça que Marion Maréchal dit publiquement, en tout cas jusqu'à maintenant, qu'elle n'affrontera jamais publiquement sa tante, qu'elle ne veut pas lui nuire publiquement, même si elle ne se prive pas, et elle se prive de moins en moins, de manifester les désaccords sur la stratégie et sur les méthodes du Rassemblement national. On pense encore, pour les épisodes récents, à cet été où Marine Le Pen a limogé, par exemple, Nicolas Bay, qui est plus proche de la ligne marionniste, de la commission d'investiture du Rassemblement national. Il y a aussi des cadres de fédérations locales qui étaient proches de Marion Maréchal qui se plaignent d'avoir été limogés, exclus, de n'être plus en cours du tout au Rassemblement national. Donc voilà, tout ça participe de tensions évidentes entre Marion Maréchal et Marine Le Pen. Mais si elle dit, elle le réaffirme dans le livre, qu'elle ne veut pas affronter sa tante, ça s'explique aussi par ses relations affectives et le fait que Marion Maréchal dit qu'elle ne veut pas reproduire les psychodrames politico-familiaux auxquels nous avait habitués son grand-père, qui avait, on se rappelle de l'épisode du divorce avec sa première femme qui avait été étalé sur la place publique, on se rappelle du fait qu'il ne parlait plus, n'a plus parlé pendant 20 ans à sa fille aînée Marie-Caroline parce qu'elle était partie chez Bruno Maigret, et on se rappelle évidemment de l'énorme brouille entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen quand elle l'a exclu du Rassemblement national. Vous décrivez la façon dont Marion a suivi le débat calamiteux d'entre-deux tours de Marine Le Pen en 2017. Racontez-nous en 2 mots la scène, parce qu'elle est assez révélatrice. Oui, alors ce débat d'entre-deux tours, il faut savoir à ce moment-là que Marion Maréchal a fait cette campagne présidentielle un peu à reculons. Elle a quand même fait quelques meetings par loyauté, mais elle faisait assez peu de médias. Et en réalité, elle avait déjà la tête ailleurs. Elle avait décidé depuis longtemps de quitter son mandat de députée, même si ce n'était pas officiel. Pas se représenter, elle n'avait pas encore annoncé, mais elle avait pris la décision. Elle avait déjà ça en tête depuis longtemps. Elle l'avait décidé dans sa tête. Elle avait mis des proches au courant, et ça, je le raconte aussi dans le livre. Et donc arrive ce débat d'entre-deux tours où Marion Maréchal est dans sa circonscription à Carpentras avec les militants du Front National. Donc elle est au premier rang, assise sur sa chaise, devant une télé. Voilà, avec son assiette sur les genoux, à regarder le débat. Et elle est tellement consternée par la prestation de sa tante qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Elle part avant la fin. Et évidemment, elle a trouvé le débat calamiteux, même si elle ne le dira pas en public à ce moment-là. Mais comme beaucoup de gens, elle s'est dit que c'était perdu. Mais de toute façon, vu la manière dont elle a vécu, ou plutôt subi, cette campagne présidentielle à laquelle elle n'était pas vraiment associée, puisque Marine Le Pen avait même déclaré publiquement qu'en cas de victoire, Marion Maréchal ne serait pas l'une de ses ministres, elle avait déjà la tête ailleurs en réalité. Donc ça ne changeait pas beaucoup de choses pour la suite. Est-ce que Marion Maréchal n'est pas finalement plus proche politiquement d'un Bruno Retailleau, libéral en économie, conservateur sur les questions de société, défendant un héritage chrétien de la France, même s'il ne le formule pas forcément de cette façon, mais que d'une Marine Le Pen? Si, sans doute, y compris quand on compare un peu les publics auxquels il s'adresse. Marine Le Pen, quand on regarde la structure de son électorat, c'est un électorat fait surtout de classes populaires. On pense en gros à l'alliance des ouvriers
du Nord déclassés, de commerçants du Sud déclassés aussi. Elle vise plutôt un public qui est déclassé, elle accentue beaucoup sur les questions économiques et sociales, même si le fond de sauce, le socle du Rassemblement national vote avant tout sur la question de l'immigration, à mon sens. Marion Maréchal s'adresse je dirais à un public presque plus CSP+, c'est-à-dire que quand on voit, surtout depuis qu'elle est sortie de la vie politique, son environnement est plutôt un environnement de gens qui ont des convictions assez identitaires et en même temps plutôt libéraux économiquement. Ça se rapproche presque plus d'une ligne comme celle que portait François Fillon et donc effectivement de l'un de ses héritiers revendiqués qui est Bruno Retailleau. Il y a une vraie proximité idéologique, c'est vrai. Après, il n'en demeure pas moins que ce qu'on a appelé le cordon sanitaire tient encore, que les partisans de l'Union des droites qui s'activent derrière Marion Maréchal veulent casser ces digues qui existent encore entre les élus, les républicains qui ne veulent toujours pas frayer avec des cadres du Rassemblement national ou toute personne qui s'appellerait Le Pen. Et Marion Maréchal l'a dit d'ailleurs publiquement, elle est consciente de ça. Elle sait qu'elle aura beau prendre des orientations stratégiques différentes, essayer de se rapprocher de telle ou telle personnalité. Tout le monde sait qu'elle s'appelle Le Pen, tout le monde sait qu'elle est la descendante de Jean-Marie Le Pen. Et ça, elle pense que ça peut être un aspect rédhibitoire pour l'élection de sa tante, ou même d'elle, si elle avait une aventure politique, si elle menait campagne, elle sait que c'est un aspect rédhibitoire. Vous terminez sur une interrogation qui est celle des fans de Marion Maréchal. Est-ce qu'elle aura l'envie de revenir en politique et pourquoi pas de se présenter à la présidentielle un jour? C'est sa grande ambiguïté. Si vous deviez faire un pari, Marion Maréchal, dans 10 ans, vous la verriez où? Alors ça, je ne peux pas vous le dire parce que je pense qu'elle-même ne le sait pas en réalité. Je suis assez certain qu'elle ne se présentera pas en 2022, sauf événement exogène considérable. En tout cas, c'est son état d'esprit. Quand je l'ai rencontrée pour ce livre, j'ai vu tout sauf une candidate à l'élection présidentielle. Après, elle sait qu'elle a le temps. Donc franchement, tout dépend de la manière dont elle aborde la suite de sa vie politique. On a vu quand même que, et là c'est quand même une femme de sa génération, elle n'hésite pas à introduire des ruptures dans sa vie. C'est-à-dire que je pense qu'elle a préservé sa vie personnelle. Oui, il y a ça aussi. C'est aussi pour des raisons de vie privée et l'impact de la vie politique sur sa vie privée qu'elle a quitté aussi ses mandats en 2017. Mais là où je dis que c'est une femme de sa génération, c'est que peut-être que quelqu'un de plus vieux qu'elle, et notamment son grand-père, n'aurait jamais quitté un mandat de député et une carrière politique telle qu'elle se dessinait devant elle pour aller faire autre chose, lancer une entreprise, lancer une petite école de sciences politiques qui ne fait que démarrer 2 ans encore après son lancement. Donc elle n'hésite pas, si vous voulez, à essayer d'avoir des vies différentes. Elle y tient beaucoup. Peut-être qu'elle a un peu le syndrome de l'imposture, vous voyez. Elle ne veut pas s'encrouter dans des mandats et qu'on dise derrière elle qu'en fait elle n'a aucune expérience, qu'elle n'a jamais connu le monde du privé, que tout lui est tombé dans les mains. C'est quelque chose qui l'angoisse beaucoup. Et donc du coup, à partir de là, comme elle peut prendre des décisions et elle est assez têtue quand elle a pris une décision de changer complètement d'air, même si elle fait toujours de la politique, c'est très difficile de prédire où elle sera et même ce qu'elle voudra faire, même dans un proche avenir. Merci beaucoup, Louis Ostalder. Merci.